Encore vous? Mais vous êtes envahissant, vous savez. Bonjour à vous. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Ils sont pas contents. Alors quand je dis ils sont pas contents, c'est, souvenez-vous, je vous avais déjà amené le sujet sur le fait que certaines personnes bien pensantes, organismes, presse, semblent montrer qu'elles sont conscientes, ou ils sont conscients, qu'ils sont en train de perdre de la distance, on va dire, de perdre du monopole dans l'opinion, tout du moins dans leur façon d'essayer d'orienter l'opinion. On a plusieurs exemples, encore une fois de plus, assez intéressants. Il y a l'affaire Idriss Aberkan. Je vous en ai parlé, il a fait une vidéo pour répondre aux attaques, sauf que certains s'amusent actuellement à essayer de débunker sa vidéo pour démontrer qu'en réalité il ment. Il ment sur certains sujets, il ment sur le fait de sa participation à sa fameuse thèse au chapitre 13 où il y aurait plagiat. Or, moi qui suis issu de l'informatique, c'est vrai que sa thèse, c'est assez lourd quand même à lire, mais sur cette partie soi-disant incriminée, il y a bien une note qui stipule bien qu'il fait référence et qu'il utilise la référence d'un certain document. Donc il y a bien un point de référence, et même les références en fin de thèse, il y en a un paquet d'ailleurs de notations, de citations, de reports, etc. Donc il ne fait pas un plagiat, il annonce bien que ce qu'il publie est bien notifié d'une référence, etc. Alors après, la qualité de la thèse, le contenu de la thèse, vous savez aussi bien que moi que il n'y a pas de vérité absolue. Vous avez des gens qui ont fait des thèses, des trucs qui n'ont ni queue ni tête, mais parce que des comités, ou etc., comités de scientifiques valident ces thèses. J'ai envie de dire, regardez le fameux Lancet avec le Remdesivir. Le Lancet, c'est quand même la référence internationale de lecture et de certification scientifique. Pourtant, ils ont bien certifié, validé un rapport sur un médicament qui, en réalité, n'était pas du tout propice, n'était pas du tout efficace sur le traitement Covid. C'est-à-dire qu'en réalité, le laboratoire Gilead a essayé de faire valider son médicament comme étant un médicament pouvant participer à lutter contre le Covid-19, mais en réalité, très rapidement, il y a des scientifiques, des médecins, des spécialistes à l'échelle internationale qui ont vu quand même qu'il y avait des écueils, qu'il y avait quand même des zones d'ombre, et qu'au final, au bout de 72 heures, le fameux Lancet a fini par retirer le rapport. Mais il a bien été publié, donc qui dit publié, dit validé par des scientifiques. Et bien c'est exactement la même chose dans les universités, dans tout ce que vous voulez. Alors attention, je ne dis pas que tout est faussé. Je dis simplement, c'est que malheureusement, parfois, il y a des conflits d'intérêts, il y a de l'idéologie qui peuvent rentrer en ligne de compte dans un comité et qui peuvent valider parfois des conneries. Ça arrive. C'est pas tout le temps, mais ça arrive. Donc maintenant, que des gens critiquent la thèse d'Aberkan, ben j'ai envie de dire, attendez, si cette thèse elle est aussi pourrie que vous le prétendez, s'il y a eu plagiat, comment se fait-il alors que la commission a validé cette thèse? Alors là, quand vous posez cette question-là, pouf, là, il n'y a plus personne. Et l'histoire du fameux comité d'éthique, pour la petite histoire, je rappelle, Aberkan se défend en disant que le comité d'éthique de Polytechnique n'existait pas, qu'il a été créé un mois avant de recevoir la notification du président
alors que les membres du comité n'ont été élus. Alors, de mémoire, je crois que le comité a été créé au mois de fin mai, que le président du comité a alerté Aberkan sur un plagiat de sa thèse en juin. Sauf que comment le comité a pu établir un plagiat quand les membres du comité ont été nommés en septembre? Là aussi, au niveau des dates, quand vous commencez à mettre les dates, puis même la question est, attendez, comment se fait-il que le comité d'éthique a été créé aussi tardivement, alors que Polytechnique a quand même, et c'est d'ailleurs ce que dit Aberkan dans sa vidéo, a quand même été confronté à des problèmes sérieux de fraude, de harcèlement, etc. Et tout d'un coup, pour un plagiat, hop, on crée un comité d'éthique. C'est bizarre, non? Alors il y en a qui vous disent, oui, non, c'est faux, le comité d'éthique, il a été créé en 2018. Non, les documents révèlent la création d'un comité pas d'un comité de surveillance, mais c'est pas un comité d'éthique proprement parlé. Et encore, les documents dont certains se servent pour vous prouver que le comité existe depuis 2018, en fait, il y a un document, c'est marqué projet dessus. Et les autres documents, au niveau des dates, il n'y a pas de date. C'est-à-dire qu'il y a une date, c'est-à-dire que c'est un comité créé entre 2017 et 2022, mais le document qui officialise la création, il n'y a pas de date. Bizarre quand même. Enfin bon, bref, tout ça pour dire que quand on s'acharne comme ça sur quelqu'un, alors, à tort ou à raison, peu importe, mais cet acharnement qui est né aussi par le biais de Thomas Durand, alias la tronche en biais, qui lui aussi maintenant fait des vidéos où on sent bien que commence à se rendre compte qu'il perd un peu de notoriété et il a trouvé une nouvelle tête de Turc en s'attaquant à Dali Bourdin, alias Psychodélie. Alors oui, c'est très clair, ils ne sont pas contents dans la sphère de la zététique, des débunkages, des fact-checkers, parce que petit à petit, l'opinion commence à être exposée à des informations qui sont contradictoires de ce qu'ils avaient soi-disant débunké, soi-disant essayé de convaincre l'opinion de certaines vérités. Donc évidemment, quand vous vous rendez compte que des gens vous ont raconté des carabistouilles, vous avez la légitimité à un moment donné de remettre un petit peu en question leur crédibilité. Ils ne sont pas contents chez Libé, par exemple. Alors Libé, là, ils viennent de faire un article sur... Alors je ne sais pas si vous avez regardé la cérémonie d'ouverture du mondial du rugby, et vous avez un petit spectacle avant, etc. Et là, alors là, très clairement, on voit des gens de gauche, très clairement de gauche, commencer à dire oui, c'est cliché, c'est carte postale, c'est vieille France, mais quelle image on donne à l'international, etc. Là, en plus, dans le spectacle, il y a Jean Dujardin. Sauf que Libé a fait un article, mais très clairement, cet article de Libé, Libération, qui est un journal de gauche, nous montre bien que cette gauche puante, parisienne, bourgeoise, vous chie dessus. Ils vous détestent. Vous, le populeux, vous, le gueux, vous, l'ouvrier, vous, le rural. Ils ne vous supportent pas. Vous êtes trop beauf. Vous êtes trop populaire pour eux. Et du coup, ce spectacle, voilà, c'est... Mais heureusement, sur les réseaux sociaux, il y a des gens quand même qui réagissent. Même des gens de gauche quand même beaucoup plus pluriels, beaucoup plus profondes, qui ne sont pas d'accord avec la tournure que prend certaines idéologies, certains propos, certains jugements d'organismes, de médias, de gens de gauche, mais qui sont puants d'orgueil. Tellement puants d'orgueil que ça se voit. Donc du coup, si vous faites partie de la classe moyenne, mais cette classe moyenne, il suffirait en plus que vous soyez un peu classe moyenne, plutôt conservatrice, plutôt de droite,
Enfin, à droite dans le sens que vous avez quand même un certain sens des valeurs, un certain sens du patriotisme, un certain sens d'une fierté de la France, de la République, des libertés, de la laïcité, que vous n'êtes pas d'accord de voir des politiciens caresser dans le sens du poil, des religieux ou du communautarisme, etc. Parce que c'est pas la France. La France, c'est l'assimilation. La France, c'est un peuple unique et indivisible. Or là, force est de constater que ça fait quand même quelques décennies qu'on a des politiciens qui vont complètement à l'inverse de ça. C'est qu'ils donnent une légitimité au communautarisme. Donc qui dit communautarisme, dit divisibilité du peuple français. Diviser pour mieux régner. Voilà, tout simplement. Sauf que, même s'il y a une dizaine d'années, c'était pas très flagrant aux yeux de beaucoup de gens, là aujourd'hui, ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Ça se voit dans le narratif, ça se voit dans la sémantique, ça se voit dans le texte, dans les verbes, dans les structures, dans le vocabulaire. C'est-à-dire que ces gens vous détestent. Alors, à un moment donné, on se dit, mais alors finalement, ces gens-là, ceux qui se disent de gauche, la gauche libertaire, la gauche défenseur des droits de l'homme, etc., en réalité, ils ne font que participer à une idée, à un concept de dire, nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir décréter qui est gentil et qui est méchant. Et les méchants, on les élimine. Les méchants, on leur supprime des libertés. Les méchants, on les enferme. Très primitif, très infantile finalement comme comportement. Mais c'est ça qu'on voit. Même celui, si j'essaie de retrouver, je vous mettrai l'encart ici. Il y en a un qui a débunké pour démontrer que finalement, dans sa vidéo, Idriss Aberkane dit des conneries, il ment, etc. Mais le problème, c'est que déjà, la sémantique que le mec utilise dans ses tweets, on a l'impression que le mec, il a 12 ans. C'est-à-dire, il s'exprime comme un gamin de 12 ans. Et en plus, il fait des copier-coller de documents en surlignant en jaune, des phrases, mais des phrases en réalité qu'il sort du contexte pour servir ses attaques contre Idriss Aberkane. Et d'ailleurs, il y a des gens qui lui répondent sur son thread, parce que c'est un long thread, il y a 12 pages. Il y a quand même des gens qui à un moment donné disent mais vous démontrez quoi au juste ? En fait, vous démontrez rien. En fait, vous ne faites que reprendre des éléments dans la thèse ou dans des documents que vous avez été chercher sur des archives pour étayer un propos, mais en fait, c'est un propos qui retire un contexte, qui retire une globalité, où en effet, si la personne vous lit et vous lit dans exactement le texte, en effet, il va dire « Ah bah oui, vous avez raison ». Mais en réalité, si vous remettez la perspective de ce que le mec démontre, vous dites « Mais finalement, c'est bidon ». Alors évidemment, quand vous commencez à le mettre un peu devant ses contradictions, de vouloir démontrer quelque chose en mettant en évidence quelque chose, mais si vous avez le malheur de dire « Oh mais attendez, ce que vous mettez là, si je remets dans le contexte du document que moi j'ai été chercher, j'ai été consulté, ça ne veut pas dire ce que vous êtes en train de dire. En fait, vous prenez un bout de phrase, vous le traduisez à votre façon pour démontrer ce que vous voulez démontrer. Je vous le donne en mille, le mec qui répond oui, mais c'était trop con pour pas savoir lire, machin. Enfin, déjà, quand tu commences déjà à engager une agressivité, une insulte de la part de ces gens-là, c'est déjà, vous avez compris quoi. Vous avez compris que ils maîtrisent rien du tout, que c'est des hypersensibles et qu'ils ne peuvent pas s'empêcher d'aligner deux mots sans à un moment donné commencer à monter sur leurs grands chevaux. Enfin, il n'y a pas de discussion possible, il n'y a pas de débat possible avec ces gens-là. Donc ils sont, ils deviennent haineux. Ils deviennent haineux. Parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont en train de perdre du territoire sur le champ de bataille de l'opinion. Et comme ils ont une certaine maladresse,
ou qu'ils ont une fâcheuse tendance à vous prendre pour des cons, et donc sortir des narratifs qu'à un moment donné tu dis mais qu'est-ce qu'il dit là, mais il est en train de péter un plomb là. Je veux dire Thomas Durand d'ailleurs qui sur Psychodélique prétend ne pas avoir été vulgaire, prétend ne pas l'avoir insulté. Alors que si on revoit la vidéo d'origine où il s'attaque à Psychodélique, putain, mais attends, je sais pas. Ces gens bien pensants, intellectuels, je sais quoi d'autre, il y a un moment donné, mais ils se regardent tellement le nombril qu'ils s'oublient complètement sur ce qu'ils disent. Alors que dans la vidéo, Thomas Durand, oui, en effet, insulte, littéralement. Il le traite de merde, enfin, je veux dire, il y a vraiment de la véhémence, il y a vraiment de l'insulte. Et après, le mec, parce qu'il se prend une plainte dans la gueule, te dit, ouais, non, j'ai jamais été insultant envers Psychodélique. Et juste derrière, il dit, moi, mon combat, c'est lutter contre des merdes comme... C'est-à-dire que le mec, il te dit qu'il n'a jamais insulté, et derrière, paf, il en rajoute une couche en utilisant un terme qui est en effet un terme vulgaire, qui est un terme insultant. Parce que ces gens-là, ils sont tellement fermés dans leur doctrine qu'ils sont dissuadés que quand ils s'adressent à vous, ils ont forcément raison. Et que même quand ils se rabaissent à essayer de démontrer qu'ils ont raison, bah, la démonstration, elle est parfois très biaisée, de parti pris. Donc comment voulez-vous, avec ces gens qui à un moment donné ont été des instruments, hein, très clairement, ça a été des outils utilisés pour essayer de manipuler l'opinion, de manipuler le peuple, etc., pour essayer de dissuader, voire faire culpabiliser des gens comme vous, de ne pas écouter, de ne pas regarder des gens considérés comme non fréquentables, comme des gens d'extrême droite, comme des gens antisémites, racistes, islamophobes. Je veux dire, c'est une insulte à l'intelligence des gens, à un moment donné, de savoir faire la part des choses. Alors attention, évidemment, il y a une portion de la population française qui, comme est la portion d'une population américaine, qui manque de culture, qui manque de réflexion, qui manque de recul. Donc en effet, ces gens-là ont une faiblesse d'esprit sur lequel on peut leur faire croire tout et n'importe quoi. C'est bien de tous les partis, de tous les côtés, hein, idéologiquement parlant. Mais je pense que derrière, il y a quand même une grande majorité de gens qui savent se servir d'un cerveau et qui savent faire la part des choses. Sauf que ces gens-là, quand à un moment donné, parce qu'ils ont péché par naïveté ou par faiblesse ou par fainéantise, à un moment donné, prendre du recul et se redisent, mais attends, je pensais ou je croyais que, mais en réalité, celui qui m'a dit ça, s'est foutu de ma gueule. Parce qu'à un moment donné, il y a un factuel, parce qu'il y a un moment donné, il y a une évidence, parce qu'il y a un moment donné des gens qui apportent des éléments, des informations avec des sources, et des sources qui ne sont pas des sources complotistes ou de fake news, etc. Non, c'est des documents d'organismes officiels. Je veux dire, quand par exemple dans ma vidéo je dis que le CDC a annoncé qu'il y avait 97% des Américains qui étaient immunisés, je mets le lien. Hein. Je l'ai mis le lien. Non, je ne l'ai pas mis. Enfin, si quelqu'un me le réclame, il n'y a pas de problème. Hein. Je lui sors la source. Hein. Après, c'est une question aussi où il faut chercher. Il faut essayer de chercher, il faut essayer de comprendre. Même en cherchant, il faut faire très attention, parce que vous pouvez très bien tomber sur des sources, et ça, il y en a pas mal, hein, faut bien l'admettre, des sources qui vous disent des choses que tel organisme a dit ceci, que telle personne a dit cela, mais ils ne mettent pas la source. Donc là, oui, je vous dis, ces sites-là, attention, prenez-les avec des pincettes. Prenez toujours comme sérieux des sites qui vous donnent des sources. Après, des sources parce que ça c'est pareil, il y a beaucoup de sites qui nomment des sources, qui se servent d'autres sources,
qui elle-même se sert d'une source, qui va dans une autre source, et au bout d'un moment, quand vous arrivez à retrouver la source originale, vous vous rendez compte que entre ce qui est dit dans la source originale et celui qui a multiples fois repris des sources, etc., il y a des petits détails qui manquent. Parfois des détails qui ont leur importance dans la compréhension de l'information. Mais voilà, le problème, c'est qu'on est confronté à une masse de gens qui ont la fainéantise d'aller chercher. Et donc, qui prennent comme argent comptant ce qu'on leur dit. Malheureusement. Tout comme moi, quand je vous dis des choses, attention, je ne suis pas un diseur de vérité. N'hésitez pas à vérifier. Même parfois, certains d'entre vous ont rectifié le tir sur certaines choses que j'ai pu dire, parce que moi, les vidéos, je le fais tout de mémoire. J'écris rien d'avance, etc. Je me souviens de sources, mais me souvenir de tous les détails, je veux dire, c'est pas possible. Et ça m'arrive des fois de rectifier le tir sur ce que j'ai pu dire, parce que je me suis emmêlé les crayons sur des chiffres, etc. Mais je veux dire, ça arrive à tout le monde. On n'est pas tous parfaits, dans ce sens-là. Mais au moins, quand il y a une erreur ou une omission, j'ai l'honnêteté quand même de l'admettre. En revanche, quand on essaye de me faire dire ce que je n'ai pas dit ou de déformer mes propos, etc., pour me faire passer pour ce que je ne suis pas, ça aussi, on sait qu'il y a des experts, surtout quand c'est des gens qui on touche un domaine pour lequel ils ont peut-être une sensibilité idéologique, mais qui sont peut-être un peu trop loin des réalités ou pas très exposés aux réalités pour comprendre, même au sein même de gens qui appartiennent à des communautés, il y a quand même une différence entre ceux qui sont des gens de terrain et qui admettent bien que ce que des gens, que ce soit des gens de droite ou d'extrême droite ou des gens qui ne sont pas particulièrement estampillés d'idéologie politique, mais qui eux aussi sont exposés à des réalités, le reconnaissent et l'admettent. Et leur rôle est encore plus important dans le sens où c'était leur rôle à eux de dire oui, c'est vrai que ça existe, mais attention, évitons les amalgames, faisons attention que c'est pas la généralité, etc. Là, ils jouent leur rôle, parfait. Mais quand il y en a qui commencent à vous dire non, c'est faux, vous reprenez des informations d'extrême droite, etc. Donc c'est en gros, c'est pas grave. C'est marginal, c'est minoritaire. Oui, allez expliquer ça aux victimes que finalement ils rentrent dans du quota de marginalité, de phénomènes de société. Enfin bon, quand on voit quotidiennement les faits divers qui sont remontés par certains sites, on est quand même loin de phénomènes ou d'épiphénomènes marginaux et minoritaires. Donc c'est qu'il y a bien un problème. Sauf que il y a des gens qui ont tout intérêt à cacher sous le tapis ces problèmes, parce qu'évidemment, ça ne rentre plus dans les cases de leurs idéologies, ou de leurs convictions idéologiques. Et ça, malheureusement, vous en avez de plus en plus. C'est ce déni de réalité, sous prétexte parce que, oui, mais bon, moi je me balade dans les centres-villes, jamais vu de problème, machin. Oui, bien sûr. Sauf le jour où tu tombes sur un connard parce que tu l'as regardé de travers, qui va te filer une pêche dans la gueule et tu vas pas comprendre pourquoi. Et là, tout d'un coup, tu vas comprendre ce que c'est que la réalité. Et pas le petit cocon bien pensant, bienveillant, dans lequel tu vivais pendant des années. Parce que c'est ça le truc. Je veux dire, moi, quand on me demande est-ce que Paris c'est sûr, je dis c'est sûr, ça dépend. Normalement, les Champs-Élysées, c'est sûr. C'est quand même un des lieux touristiques les plus touristiques de Paris, donc on a tout intérêt à assurer la sécurité. Sauf que moi, la dernière fois que je suis allé sur les Champs-Élysées, je n'étais pas rassuré. Parce qu'il y a quand même une faune qui circule. Ah, attention, quand je dis faune, tout de suite, ne faites pas la pensée oui, les rebeux, les noireaux. Non. Il y a aussi les gamines des pays de l'Est qui
essayer de faire signer des pétitions ou essayer de demander de l'argent à des gens. C'est les vendeurs à la sauvette. C'est le mec qui vient pour taper une clope, pour taper un billet de 10, etc. Non, enfin, il y a un moment donné où ça pollue finalement. C'est polluant. Et ça ne donne pas une bonne image, en règle générale, pour les touristes de Paris. Mais encore une fois, vous pouvez traverser les Champs-Élysées sans être confronté à ce genre de problème. Parce que vous n'êtes pas au bon endroit et au bon moment. Tout simplement. Donc ils ne sont pas contents. Et je pense qu'ils vont de plus en plus être véhéments, de plus en plus agressifs. Que même vous, si vous avez le malheur à un moment donné de poser une question, ils vont vous sauter à la gorge parce que vous avez osé poser la question. Parce que vous avez à un moment donné osé dire « Oui, mais attendez, vous ne trouvez pas bizarre quand même qu'on s'acharne sur des personnes à ce point-là ?» C'est que il y a autre chose. Il y a des conflits d'intérêts. Il y a des petites querelles de bac à sable. Sauf que les querelles de bac à sable, elles s'opèrent avec des gens qui ont quand même une certaine influence, qui ont une communauté, etc. Et comme le disait d'ailleurs Psychodélique, à un moment donné, il y a Thomas Durand qui a très clairement une intention de pousser sa communauté à aller casser du bois vert sur le dos de Psychodélique. C'est-à-dire que c'est un appel à la haine. C'est un appel à la haine. Mais ça, il y en a qui le voient, qui le constatent. Mais il y en a d'autres, malheureusement, qui ont une fâcheuse tendance à ne pas voir cette réalité pour plutôt fermer les yeux et se dire de toute façon, moi je soutiens machin parce que c'est lui qui a raison et l'autre il a tort. Sauf qu'à partir du moment où ça devient non plus une préférence ou une opinion, mais une loi, presque une doctrine religieuse, c'est là qu'on génère des conflits, c'est là qu'on divise finalement les gens, et que ça peut très mal finir quand les mots ne suffisent plus et que ça en vient à des actes de haine, des actes de harcèlement, donc à un moment donné, c'est quand même à la justice de remettre un petit peu le haut là. Et d'ailleurs, les gens concernés font appel à la justice, font des procédures judiciaires. Moi, j'essaie souvent d'être attentif sur l'issue des plaintes. Je le rappelle, là on a Éric Zemmour qui repart sur son propos concernant Pétain. Il avait été relaxé, mais sauf que, encore une fois de plus, parce qu'un milieu intellectuel de gauche, il n'y a que pour faire pression, pour faire invalider la décision de justice et rebelote, remettre le truc sur la table. Je rappelle le truc de Pétain, c'est que Zemmour a une fâcheuse tendance parfois à aller chercher des détails de l'histoire pour faire valoir un propos, alors qu'il n'a jamais remis en question le fait que Pétain avait une responsabilité. C'est seulement qu'il avait tenté dans des procédures, dans des processus, d'essayer de minimiser, de donner une bouffée d'air, on va dire, aux Juifs pour essayer de s'évader ou partir. Mais à un moment donné, les gens qui travaillent avec lui, que ce soit Laval, etc., se sont dit non, on doit absolument collaborer, et qui plus est avec, et ça, là-dessus, je vais être très clair, avec un sentiment antisémite qui était propre à l'époque de la France, dans les années 30, années 20, années 30, etc. Oui, il y avait de l'antisémitisme en France, et même dans les sphères de décision, dans les sphères de l'État, etc. Donc il y a un moment donné, si vous voulez, faut savoir faire la part des choses. Mais de toute façon,
C'est comme ceux qui disent que de toute façon c'est un multirécidiviste. Non, c'est pas un multirécidiviste. Un multirécidiviste, c'est quand il est condamné. Je rappelle, on avait joué cette sémantique avec Naël. Quand il y en a certains qui ont dit oui, c'est un multirécidiviste. Non, c'est pas un multirécidiviste puisqu'il n'a jamais été condamné. En revanche, quand vous avez Zemmour qui sur 8 plaintes a été condamné 2 fois, mais parce qu'on fait une plainte, donc alors à partir du moment où tu portes plainte contre une personne, donc c'est forcément un multirécidiviste. Vous savez, c'est-à-dire que vous condamnez, vous faites un procès d'intention à des gens et vous les condamnez avant même que la justice ne se prononce par rapport aux faits. Et je rappelle, sur 8 plaintes, je crois, il y en a 2 ou 3 où il a été condamné. Et encore, il y a des appels, il y a des procédures, des recours qui sont en cours, d'ailleurs. Mais 3 sur 8... Mais voilà, là encore, il faut tanner systématiquement dans l'opinion multirécidiviste, 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 jusqu'à temps que l'opinion mémorise bien cette information et la prenne pour acquise concernant Zemmour, que Zemmour est un multirécidiviste. Je veux dire, le processus, je vous l'avais déjà expliqué dans une vidéo, réussir à dissuader l'opinion de quelque chose par pure idéologie et non pas par du factuel. C'est ce qu'on retrouve exactement dans ce qu'on a connu avec la pandémie, attention, si vous ne faites pas vacciner, vous allez contaminer les autres, vous êtes dangereux, vous êtes des meurtriers, etc. Donc ça, on vous l'a tanné, jusqu'au jour où un responsable de Pfizer devant la Commission européenne sur les effets secondaires dit non, en fait, notre produit n'a jamais été testé sur la transmission. Donc ça veut dire que vous validez le fait que même une personne vaccinée peut transmettre le Covid. Oui. Mais ça se savait, je veux dire, même Raoul, il le disait, avant de vacciner, il faut diagnostiquer. Une fois que tu diagnostiques, ça te permet d'éviter une situation où tu risques de faire vacciner quelqu'un qui ne devrait pas être vacciné parce que le vaccin risque de déclencher quelque chose, parce qu'elle a des comorbidités, alors comorbidités connues ou non connues, détectées ou non détectées. On va pas revenir sur le sujet, mais voilà, on a tanné l'opinion sur le fait qu'il fallait absolument se faire vacciner. Si tu ne te fais pas vacciner, tu es coupable. Tu es coupable parce que tu es un meurtrier, parce que tu peux contaminer les autres. Alors qu'aujourd'hui, on sait que même si tu es vacciné, tu peux contaminer les autres. Merde. Et aujourd'hui, est-ce qu'on cherche des responsabilités? Est-ce qu'on va porter plainte contre Véran pour avoir véhiculé une fausse information? Non. Est-ce qu'on va attaquer... alors, il y a eu des procédures pour attaquer... comment elle s'appelle déjà Lacombe, Karine Lacombe, qui elle aussi, non seulement elle a voulu essayer de défendre le remdesivir comme étant un produit prometteur, et qui en réalité ne l'était pas du tout, mais en plus de ça, elle a joué le narratif utilisé pour dissuader les gens de ne pas penser, de ne pas réfléchir, et d'aller immédiatement se faire vacciner. Et encore une fois, se faire vacciner sans diagnostic. Sans détecter peut-être quelque chose que des gens ne savaient pas ou ne connaissaient pas à leur sujet, à propos de leur santé, etc. Et c'est pour ça que malheureusement, une fois vaccinés, il y a des gens qui ont eu des problèmes, qui ont eu des effets secondaires, alors des effets secondaires temporaires, comme moi j'ai eu un effet secondaire où toute ma partie gauche, je me suis retrouvé avec des éruptions cutanées. Heureusement, c'était pas dangereux, c'était juste un peu trop éruptif, mais c'était pas, ça démangeait, j'avais pas de démangeaison, etc. Puis c'est disparu assez rapidement. Mais ce qui est assez amusant, c'est que c'était qu'un seul côté,
que le côté gauche. J'avais rien sur le côté droit. J'avais sur le bras gauche, sur la jambe gauche, etc. Mais pas le côté droit. Bizarre. Enfin bon, peut-être que chacun d'entre vous ont peut-être pu en constater qu'après vous être fait vacciner, vous avez ressenti certains phénomènes, etc., qui fait que finalement, alors peut-être de près ou de loin, mais voilà, encore une fois de plus, aujourd'hui, ça pousse des gens à être encore plus méfiants par rapport à ce qu'on leur a raconté, à ce qu'on leur a dit, à ce qu'on leur a juré que c'était la seule et unique vérité à prendre. Donc voilà, ils sont pas contents, mais on en reparlera parce que ça va continuer. Ça va continuer à monter crescendo. Et d'ici là qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo, portez-vous bien.